Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le cœur vibrant de New York, un chantier battait son plein. Des grues gigantesques balançaient des poutres métalliques, et des marteaux résonnaient comme un orchestre chaotique. Parmi ce tumulte, Marcus Johnson, un homme noir dans la quarantaine, travaillait avec une concentration presque méditative. Son visage marqué par les années de labeur ne laissait rien deviner de son intelligence exceptionnelle. Ses mains, rugueuses mais habiles, posaient chaque brique avec précision, chaque geste mesuré comme une danse. Marcus n'était pas un maçon ordinaire. Derrière son air discret et sa modestie se cachait un esprit brillant et curieux. Il parlait couramment 9 langues, anglais, espagnol, français, italien, portugais, russe, arabe, japonais et chinois. Chaque langue était une clé qu'il avait acquise au fil des années, à travers les livres, les voyages et les rencontres improbables avec des étrangers. Pour lui, la langue était plus qu'un outil de communication, c'était un pont vers les cultures, les idées et les opportunités. Ce jour-là, le chantier accueillait un visiteur inhabituel, Richard Hamilton, un PDG millionnaire, réputé pour son arrogance et son mépris pour ceux qui n'avaient pas son statut. Vêtu d'un costume sur mesure, ses chaussures brillantes reflétaient le soleil d'automne. Chaque mouvement qu'il faisait respirait le contrôle et l'autorité. Pour Richard, Marcus n'était qu'un simple ouvrier de plus parmi les centaines du chantier. Mais il ne savait pas que sous cette apparence humble se cachait un homme capable de transformer la perception des puissants. Alors que Marcus corrigeait des mesures sur un mur, Richard fit son entrée avec un sourire narquois. Il observait le chantier comme un général inspectant ses troupes, et ses yeux tombèrent sur Marcus. Vous savez, les maçons n'ont pas vraiment besoin de parler. Juste de lever des briques, non? Marcus leva les yeux, un léger sourire aux lèvres, et répondit calmement. Certainement, monsieur. Mais parfois, les mots construisent plus que des murs. Ce simple échange, anodin pour Richard, serait le point de départ d'une série d'événements qui bouleverseraient sa vision du monde et le pousserait à revoir ses certitudes sur le pouvoir, le respect et la véritable intelligence. À cet instant précis, personne sur le chantier ne se doutait que l'homme qu'il croyait ordinaire allait bientôt éclipser le PDG le plus influent de la ville, non par l'argent, mais par le talent, le savoir et l'audace. Le chantier était bruyant, mais Marcus travaillait comme s'il était seul dans une pièce silencieuse. Chaque mesure, chaque brique posée était parfaitement alignée. Il ajustait un coffrage métallique lorsqu'il sentit un regard pesant sur lui. Richard Hamilton avançait, costume impeccable malgré la poussière du chantier, et observa Marcus d'un air condescendant. Il avait entendu parler de ce maçon, exceptionnel, mais dans sa tête, il s'agissait juste d'un ouvrier parmi tant d'autres. « Alors c'est vous le fameux Marcus Johnson » dit Richard, sa voix froide résonnant au-dessus du vacarme des machines. Marcus leva les yeux et répondit poliment. « Oui, monsieur Hamilton. Je m'occupe de la maçonnerie principale du bâtiment. » Richard sourit, mais ce sourire était celui de quelqu'un qui se croit supérieur. « Vous savez, les maçons n'ont pas besoin de beaucoup parler. Il suffit de lever des briques, non ? » Marcus, sans se laisser intimider, répondit calmement. « Certainement, monsieur. Mais parfois, les mots construisent plus que des murs. » Richard éclata d'un rire sec, convaincu que l'homme se vantait inutilement. Il fit signe à ses assistants de préparer la salle de réunion improvisée sur le chantier. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un groupe d'investisseurs internationaux allait arriver dans quelques minutes pour examiner le projet. Alors que les investisseurs commençaient à parler entre eux dans plusieurs langues, espagnol, français et allemand, un problème surgit, un investisseur italien semblait confus par les termes techniques et culturels utilisés. Richard, embarrassé, ne savait pas quoi répondre. Marcus s'avança doucement. « Permettez-moi, monsieur. » Puis, avec une fluidité étonnante, il parla en italien parfait, expliquant chaque détail technique avec clarté et précision. Les investisseurs écoutaient, captivés, certains échangent des regards surpris. Richard sentit une gêne qu'il n'avait jamais connue. Un simple maçon venait de résoudre un problème qu'il ne pouvait pas gérer, et il le faisait dans une langue qu'il ne comprenait pas. Le silence qui suivit la prise de parole de Marcus pesait lourd dans la pièce. Impressionnant.
murmura un investisseur à son voisin. Richard, lui, restait figé, son arrogance vacillante. Il venait de réaliser qu'il venait de sous-estimer Marcus Johnson. Le chapitre se termine avec Marcus retournant calmement à son travail, tandis que Richard, frustré et intrigué, commençait à comprendre que cet homme discret possédait un talent bien plus grand que celui qu'il avait imaginé. Quelques minutes après la première rencontre, la salle improvisée sur le chantier était remplie d'investisseurs internationaux. Richard Hamilton, toujours sûr de son autorité, se tenait au centre, prêt à impressionner ses invités avec son discours sur le projet immobilier. Mesdames et messieurs, je vous présente notre projet phare. Commença Richard, parlant avec assurance en anglais, puis enchaîna maladroitement en espagnol et en français pour inclure ses investisseurs étrangers. Les investisseurs hochèrent la tête, certains comprenant parfaitement, d'autres montrant des signes de confusion. Marcus, observant attentivement, nota immédiatement les hésitations et malentendus. Il savait que chaque langue comportait des nuances que Richard ignorait. Soudain, un investisseur italien prit la parole. « Je ne comprends pas bien certains détails techniques concernant les fondations. » Richard, embarrassé, bafouilla quelques phrases en italien, mais ces mots sonnaient faux, trahissant sa méconnaissance. Le silence s'installa dans la pièce. Marcus s'avança, toujours calme et confiant. « Permettez-moi, s'il vous plaît. » Puis, d'une voix claire et posée, il expliqua en italien parfait chaque détail technique, en adaptant son vocabulaire pour que l'investisseur saisisse à la fois la partie technique et les enjeux financiers. Les investisseurs se regardèrent, impressionnés. Mais Marcus ne s'arrêta pas là. Quelques instants plus tard, un investisseur brésilien, intrigué, posa une question en portugais, que Marcus répondit avec la même fluidité. Puis ce fut au tour d'un investisseur russe, arabe, japonais, puis chinois. Marcus répondait dans toutes ces langues, toujours précis, toujours poli. Richard sentit son autorité s'effriter. Les investisseurs, eux, étaient captivés. « Qui est cet homme » murmura l'un d'eux. « C'est notre maçon » répondit un autre, incrédule. Le visage de Richard devint rouge. Jamais il n'avait imaginé qu'un simple employé puisse surpasser son propre talent en communication internationale, et devant lui, en plus. Marcus, reprenant son calme, conclut. Chaque langue est une clé pour comprendre le monde. Elles ne sont pas que des mots, mais des ponts entre les cultures et les idées. Richard, incapable de trouver une réplique, sentit pour la première fois le poids de l'humilité. Ces investisseurs, eux, commençaient à murmurer entre eux sur la sagesse et le savoir de Marcus. Le chapitre se termine avec Marcus qui retourne tranquillement à son travail sur le chantier, tandis que Richard reste figé, conscient qu'il vient de perdre le contrôle de la situation devant ses invités et que l'homme qu'il méprisait est bien plus impressionnant qu'il ne l'avait imaginé. Le chantier semblait avoir changé d'atmosphère. Le vacarme des machines était toujours présent, mais dans la salle où se tenaient les investisseurs, une autre tension flottait, celle du respect inattendu envers Marcus Johnson. Richard Hamilton, toujours en costume impeccable, essayait de reprendre le contrôle. Il tenta de poser des questions techniques aux investisseurs, espérant montrer qu'il maîtrisait la situation. Mais à chaque tentative, Marcus avait déjà répondu, clarifié, ou anticipé les besoins des investisseurs. « Monsieur Hamilton, permettez-moi de préciser. » dit Marcus, et il continua dans un allemand parfait pour un investisseur venu de Berlin. L'investisseur sourit, clairement impressionné. « C'est exactement ce que je voulais savoir. » Richard sentit son arrogance vaciller. Il avait toujours cru que son titre et son argent lui donnaient automatiquement le respect. Mais ici, face à Marcus, il se rendait compte que le savoir et la compétence avaient plus de poids. Puis un investisseur japonais leva la main. « Pouvez-vous expliquer comment ce projet s'adapte aux normes environnementales locales » demanda-t-il en japonais. Sans hésiter, Marcus répondit, exposant des détails précis et des solutions innovantes pour minimiser l'impact écologique. Les investisseurs prenaient des notes, certains murmurant entre eux. « Cet homme est incroyable. Comment est-il possible qu'un maçon ait ce niveau de compétence ?» Richard, rouge de frustration, tenta de couper la discussion. « Marcus, je vous remercie, mais... » « Non, monsieur Hamilton, » répondit Marcus calmement,
mais fermement, il est important que les investisseurs aient toutes les informations correctes. Ce simple refus de céder montra à Richard que Marcus n'avait pas peur de lui, et que son autorité naturelle venait non pas de l'argent, mais de la compétence et de la confiance en soi. Quelques minutes plus tard, un investisseur arabe demanda des précisions en arabe. Marcus répondit avec fluidité. Puis ce fut au tour du chinois, du portugais, et même du russe. Chaque réponse était claire, précise, et adaptée culturellement. Les investisseurs étaient captivés. À la fin de la réunion improvisée, Marcus conclut. Chaque langue n'est pas seulement un outil de communication, mais une manière de créer des ponts, de bâtir la confiance et d'ouvrir des portes que personne ne pensait accessibles. Richard, incapable de répliquer, se retrouva éclipsé devant ceux qu'il voulait impressionner. Pour la première fois, il comprit que ses privilèges et son argent n'avaient aucun pouvoir sur quelqu'un comme Marcus. Les investisseurs commencèrent à échanger entre eux, parlant directement à Marcus et lui posant des questions sur les futures étapes du projet. Richard restait silencieux, observant, et réalisant que son ouvrier venait de devenir la pièce maîtresse de la réunion. Le chapitre se termine sur Marcus retournant à son travail sur le chantier, un léger sourire aux lèvres, tandis que Richard reste figé, en proie à une émotion inconnue, le respect mêlé à l'humilité. Le chantier bourdonnait toujours d'activité, mais dans la salle où se tenaient les investisseurs, une atmosphère nouvelle s'était installée. Marcus avait désormais toute l'attention sur lui. Même Richard Hamilton, le PDG millionnaire, devait admettre intérieurement que la situation lui échappait. Un investisseur brésilien leva la main et parla en portugais. Je voudrais comprendre comment ce projet pourrait s'étendre à d'autres marchés internationaux tout en respectant les normes locales. Marcus s'avança avec un calme inébranlable et répondit en portugais impeccable, détaillant non seulement la logistique et la réglementation, mais aussi les avantages financiers et les stratégies d'expansion. Les investisseurs hochèrent la tête, impressionnés. Richard tenta de reprendre la parole. Oui, Marcus a raison, mais... Marcus le coupa poliment mais fermement. Monsieur Hamilton, vos investisseurs ont besoin de réponses claires et précises. Je suis heureux de pouvoir les aider. Les murmures dans la salle changèrent de ton. Les investisseurs ne s'adressaient plus à Richard, ils parlaient désormais directement à Marcus. Chaque question posée, en arabe, en russe ou en japonais, trouvait une réponse immédiate et nuancée. Marcus avait non seulement les compétences linguistiques, mais aussi une connaissance technique et stratégique qui surpassait largement celle de Richard. Un investisseur chinois demanda. Et concernant les partenariats locaux pour la construction durable? Marcus répondit en mandarin, expliquant comment établir des alliances avec des fournisseurs locaux et garantir la conformité écologique du projet. Les investisseurs étaient stupéfaits. Certains chuchotaient entre eux. Cet homme est incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer autant de langues et de détails techniques à la fois. Richard sentit son ego se fissurer. Pour la première fois, il comprit que le véritable pouvoir ne venait pas de l'argent ou du titre, mais du savoir et de la capacité à inspirer confiance. Marcus, remarquant la gêne de Richard, choisit de rester humble. Monsieur Hamilton a initié ce projet, et son leadership est essentiel. Mais chaque projet a besoin de ceux qui comprennent ses détails, et je suis ici pour assurer que tout se déroule parfaitement. Le contraste était flagrant, Richard, habituellement dominateur, était réduit au rôle d'observateur, tandis que Marcus brillait par son intelligence, sa patience et son humilité. À la fin de la réunion, les investisseurs commencèrent à féliciter Marcus directement, certains lui proposant même des collaborations futures. Richard, pour la première fois, sentit le poids de son arrogance et de ses préjugés. Le chapitre se termine avec Marcus qui retourne à son travail sur le chantier, un léger sourire satisfait sur le visage, tandis que Richard reste immobile, pensif et inquiet. Il venait de réaliser que cet homme qu'il considérait comme « juste un maçon » était en réalité son supérieur moral et intellectuel dans cette salle. Quelques jours après la réunion sur le chantier, les investisseurs internationaux parlaient encore de Marcus Johnson. Des emails et des messages arrivaient à Richard Hamilton, félicitant l'extraordinaire maçon polyglotte pour sa clarté et son expertise. Richard, habituellement habitué aux compliments pour son nom et son titre, se sentit éclipsé et menacé. Le matin suivant,
Marcus arrivait sur le chantier comme à son habitude, calme et concentré. Il ajustait des poutres métalliques, discutait avec les ouvriers, tout en restant discret. Mais le téléphone de Richard n'arrêtait pas de sonner. Marcus, ce nom revient tout le temps dans nos emails. Oui, monsieur Hamilton. Je suis heureux que notre travail soit apprécié, répondit Marcus, d'un ton poli mais posé. Richard, irrité, se tourna vers lui. Vous réalisez que ce n'est pas votre rôle de parler aux investisseurs de cette manière? Je comprends, monsieur. Mais un projet ne se construit pas seulement avec des briques et du béton, il se construit avec la compréhension et la confiance de ceux qui l'investissent. Richard sentit son autorité s'effondrer un peu plus. Les ouvriers, eux, avaient commencé à regarder Marcus avec admiration. Certains murmuraient. Cet homme sait tout, et il parle toutes les langues du monde. Oui, et il reste humble malgré tout. Le jour suivant, une réunion officielle fut organisée dans les bureaux de Richard pour clarifier les responsabilités. Richard pensait contrôler la situation, mais Marcus impressionna à nouveau, il présenta des solutions détaillées en français et en allemand, expliquant comment optimiser les délais et réduire les coûts sans compromettre la qualité. Les investisseurs, présents via visioconférence, prenaient des notes et posaient des questions directement à Marcus. Richard, impuissant, devait se contenter de rester silencieux. À la fin de la réunion, un investisseur italien dit à Richard. Monsieur Hamilton, nous sommes impressionnés par votre projet, mais c'est Marcus Johnson qui a réellement assuré notre confiance. Richard sentit une vague de honte et de respect mêlés. Il comprit qu'un simple maçon pouvait surpasser un PDG millionnaire, non par argent ou statut, mais par compétence, intelligence et humilité. Marcus, lui, retourna sur le chantier comme si rien ne s'était passé. Il savait que le vrai pouvoir ne résidait pas dans l'ego, mais dans l'action, le savoir et le respect inspirés autour de lui. Le chapitre se termine avec Richard seul dans son bureau, regardant les rapports et messages, conscient que sa position ne lui donnait plus le contrôle absolu qu'il croyait avoir, et que Marcus, avec ses 9 langues et son intelligence rare, avait gagné le cœur et l'esprit des investisseurs. Le chantier avait pris un nouveau rythme. Marcus, bien que restant maçon sur le terrain, avait commencé à influencer directement les décisions stratégiques du projet. Les investisseurs lui demandaient des conseils sur la logistique, la communication internationale et les partenariats locaux. Richard Hamilton, pourtant PDG du projet, se retrouvait désormais relégué à un rôle secondaire. Chaque fois qu'il essayait de s'imposer, Marcus répondait avec calme et précision, et ses réponses impressionnaient les investisseurs. Un jour, lors d'une réunion cruciale sur l'extension internationale du projet, un investisseur japonais parla en japonais. Comment pouvons-nous adapter le projet aux normes locales de Tokyo tout en restant rentable? Marcus répondit immédiatement, expliquant les ajustements nécessaires, les partenaires à contacter et les implications financières, le tout en japonais parfait. L'investisseur hocha la tête, visiblement rassuré. Richard tenta d'intervenir. Marcus, ce n'est pas votre rôle. Mais Marcus, avec un sourire poli mais ferme, répondit. Monsieur Hamilton, je comprends vos inquiétudes, mais il est essentiel que les investisseurs obtiennent des réponses fiables et claires. Les murmures dans la salle se transformèrent en véritables compliments. Les investisseurs parlaient directement à Marcus, prenant ses conseils comme référence. Richard sentit son contrôle s'échapper. Chaque décision importante, chaque question stratégique, passait maintenant par Marcus. Ce jour-là, un investisseur allemand fit un commentaire révélateur. Honnêtement, monsieur Hamilton, nous avons plus confiance en Marcus pour gérer ces détails que dans tout autre dirigeant que nous avons rencontré. Richard resta silencieux. Il ne pouvait plus ignorer la réalité, Marcus, l'homme qu'il considérait comme « juste un maçon », était devenu le cœur et l'esprit du projet. Plus tard, sur le chantier, Marcus reprit son travail de maçon comme si rien ne s'était passé. Mais son influence se faisait sentir partout. Les ouvriers et les superviseurs écoutaient ses conseils techniques, et les investisseurs continuaient à lui envoyer des messages pour le consulter. Richard, seul dans son bureau, contemplait les rapports et les mets, conscient que sa position officielle ne lui donnait plus aucun contrôle réel. Pour la première fois, il comprit que la compétence, l'humilité et le savoir pouvaient surpasser l'argent et le titre.
Le chapitre se termine sur Marcus souriant légèrement en regardant le chantier, sachant que son talent et son intelligence venaient de changer la dynamique entière du projet et que Richard devait maintenant apprendre à respecter un véritable maître dans son domaine. Quelques semaines après les réunions, Marcus avait acquis une réputation presque légendaire parmi les investisseurs et même sur le chantier. Chaque décision stratégique passait par lui, et Richard Hamilton ne pouvait plus cacher son ressentiment mêlé de respect. Un matin, Richard décida d'organiser une présentation publique pour les investisseurs et la presse, pensant reprendre le contrôle de la situation. Il se préparait à parler de son projet, persuadé que sa stature de PDG suffirait à impressionner tout le monde. Marcus, bien qu'invité à rester en arrière-plan, avait d'autres plans. Dès que la présentation commença, un investisseur français posa une question technique complexe en français. Marcus intervint, répondant avec précision et fluidité, corrigeant subtilement certaines approximations du PDG. Les murmures se transformèrent en étonnement général. Mais, il connaît tous les détails. Et il parle parfaitement notre langue. Richard sentit son ego vaciller. Il tenta de reprendre la parole. Oui, bien sûr, c'est moi qui. Mais Marcus, sans arrogance, répondit. Il est important que l'information soit exacte et compréhensible pour tous. À ce moment précis, la presse présente commença à noter Marcus dans ses articles. L'histoire d'un maçon parlant 9 langues et maîtrisant chaque détail du projet international commençait à se répandre. Richard, humilié mais conscient qu'il ne pouvait plus nier le talent de Marcus, se força à sourire devant les journalistes. Mais à l'intérieur, il savait qu'il avait perdu le contrôle de la narration. Marcus, humble mais sûr de lui, avait réussi à montrer que le véritable pouvoir venait de l'intelligence et de l'action, pas du statut social. Après la présentation, Marcus retourna sur le chantier. Les ouvriers le saluèrent avec admiration, et même Richard dut admettre à lui-même. Cet homme n'est pas seulement un maçon, c'est un leader. Le chapitre se termine sur Marcus regardant la ville depuis le sommet du chantier, un léger sourire aux lèvres, sachant que sa réputation et son influence venaient de franchir un nouveau palier, et que Richard allait devoir réapprendre l'humilité. Quelques jours après la présentation publique, Marcus Johnson commença à recevoir des messages inattendus. Des investisseurs internationaux, impressionnés par ses compétences linguistiques et sa maîtrise technique, voulaient le rencontrer directement pour discuter de partenariats et de projets futurs. Richard Hamilton, de son côté, avait perdu toute initiative. Chaque fois qu'il essayait de présenter ses idées, les investisseurs lui demandaient poliment de laisser Marcus répondre. L'homme qu'il considérait, juste un maçon, était maintenant au centre de toutes les discussions importantes. Un investisseur allemand prit Marcus à part lors d'une réunion. « Monsieur Johnson, nous aimerions discuter avec vous d'un projet en Europe. Votre expertise est rare, et votre capacité à naviguer entre 9 langues est inestimable. » Marcus, humble, répondit simplement. « Merci. Je suis toujours motivé par les projets qui construisent de vraies relations et apportent des résultats concrets. » Richard, témoin de cette conversation, sentit son arrogance se dissoudre. Il comprit qu'il n'était plus la figure centrale du projet, et que la vraie valeur résidait dans la compétence et l'humilité de Marcus. Le chantier devint un endroit où Marcus était non seulement respecté comme maçon, mais aussi considéré comme consultant stratégique, capable de guider les décisions internationales. Même les ouvriers, impressionnés, partageaient cette admiration. Un investisseur japonais ajouta. Si nous pouvions travailler avec quelqu'un comme Marcus sur tous nos projets internationaux, cela changerait tout. Richard, en silence, observa Marcus retourner à son travail quotidien. Malgré les nouvelles opportunités et la reconnaissance mondiale, Marcus restait modeste, concentré et loyal envers le chantier et les ouvriers. Le chapitre se termine sur Richard, seul dans son bureau, réalisant une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. L'intelligence, l'humilité et l'action peuvent surpasser le pouvoir et le titre, et que Marcus, par son talent et sa personnalité, venait de transformer non seulement le projet, mais aussi sa propre vision du leadership. Quelques semaines plus tard, une cérémonie fut organisée sur le chantier pour célébrer l'avancement du projet devant la presse locale et internationale. Richard Hamilton espérait profiter de cette occasion pour rester sous les feux des projecteurs, mais Marcus allait encore surprendre tout le monde.
Lorsque les journalistes commencèrent à poser des questions sur le projet, Richard tenta de prendre la parole. Mais à chaque fois, Marcus s'interposait naturellement pour répondre, parlant anglais, français, espagnol et même japonais, selon l'interlocuteur. Les journalistes, fascinés, se tournèrent immédiatement vers lui. C'est Marcus Johnson qui a réellement assuré la clarté et le succès de ce projet, écrivait déjà un journaliste en direct sur les réseaux sociaux. Richard sentit son influence fondre à vue d'œil. Chaque compliment allait à Marcus, et les caméras suivaient désormais l'homme qu'il avait longtemps sous-estimé. Un investisseur italien, ému, prit le micro et déclara: « Nous avons été impressionnés par la capacité de Marcus à gérer la communication, les détails techniques et les aspects culturels simultanément. C'est un véritable leader. » La foule applaudit chaleureusement. Même les ouvriers du chantier se levèrent pour applaudir Marcus. Richard, forcé de rester silencieux, comprit que la reconnaissance publique ne viendrait jamais de l'argent ou du titre, mais du talent et du respect que l'on inspire. Marcus, fidèle à lui-même, resta humble. « Je ne suis qu'un maçon passionné par mon métier et par la construction de relations solides. Mais je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance et m'ont permis de contribuer pleinement à ce projet. » Les caméras et les journalistes immortalisèrent chaque mot. Les réseaux sociaux s'embrasèrent rapidement, partageant l'histoire de Marcus Johnson, le maçon polyglotte qui a surpassé un PDG millionnaire. Richard, dans un coin, observa la scène. Pour la première fois, il ressentit le poids de son arrogance et la valeur du respect. Il savait que sa position officielle ne lui donnait plus le contrôle, et que Marcus, par son talent et son intelligence, avait pris la place centrale qu'il croyait lui appartenir. Le chapitre se termine sur Marcus descendant du podium, souriant aux ouvriers et aux investisseurs, tandis que Richard se tenait en retrait, silencieux, conscient que la véritable grandeur ne se mesure pas au titre, mais à l'impact que l'on a sur les autres. Quelques semaines après la reconnaissance publique, Marcus Johnson reçut une invitation inattendue mais prestigieuse. Un consortium international d'investisseurs souhaitait le rencontrer pour diriger un projet mondial, utilisant ses compétences techniques et linguistiques pour coordonner plusieurs pays à la fois. Richard Hamilton, qui jusqu'alors avait tenté de conserver son autorité, comprit qu'il devait accepter la réalité. Marcus n'était plus un simple maçon, il était un leader respecté, un stratège international et un modèle d'humilité et de talent. Lors de la réunion avec le consortium, Marcus parla avec assurance et clarté dans plusieurs langues, expliquant la logistique, la gestion des équipes et l'impact économique et social du projet. Les investisseurs étaient captivés, impressionnés par son savoir-faire et sa vision. Richard, présent pour soutenir le projet qu'il avait initié, observa en silence. Il vit clairement que le véritable crédit revenait à Marcus, mais pour la première fois, il ressentit un profond respect. Il s'approcha de Marcus et dit avec sincérité: « Marcus, vous avez transformé ce projet et bien plus encore. Je reconnais que j'ai sous-estimé votre talent. Vous êtes vraiment exceptionnel. » Marcus sourit humblement. « Merci, monsieur Hamilton. Votre projet m'a donné l'opportunité de contribuer, et je suis heureux que nous ayons pu le réaliser ensemble. » Ce jour-là, Marcus signa son premier contrat international, devenant le consultant principal pour le consortium mondial. Sa réputation s'étendit rapidement, et il devint un exemple vivant de l'intelligence, de la persévérance et de l'humilité qui surpassent le pouvoir et l'argent. Le chantier local, qui avait été le théâtre de son ascension, resta pour lui un symbole. Le travail humble, la maîtrise et le respect sont les vraies pierres de la réussite. Le chapitre se termine sur Marcus regardant l'horizon depuis le sommet du chantier, un sourire tranquille sur le visage. Il savait que sa vie venait de changer pour toujours, mais il restait fidèle à lui-même. Richard, à ses côtés, avait appris une leçon cruciale: la grandeur ne se mesure pas par les titres ou les fortunes, mais par l'impact que l'on a sur les autres et le monde autour de soi.